Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6170 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission du vendredi 30 juillet, alors que tout le monde sera de retour, toute l'équipe de CEMA TV qui est en vacances sera de retour lundi le 2 août. Donc, aujourd'hui, on vous présente une entrevue qu'on a réalisée au cours de l'année avec Marie-Pierre Bérubé, auteure du livre Mon plan A, réalisé le 21 mai dernier. En deuxième partie, eh bien là, ce sera plus musical, alors que Olivier et Loris Douillaès du Carrefour mondial de l'accordéon édition 2019 seront nos invités et nous jouerons quelques notes d'accordéon. Et en terminant, la chronique santé avec Daniel Lachance, pharmacien. Voilà le menu de cette dernière journée de vacances de l'équipe de CEMA TV qui sera de retour lundi, le 2 août à 8 h avec une émission de 90 minutes. Donc, c'est à ne pas manquer. Je vous souhaite donc une excellente émission. Bonjour Côte-du-Sud en vacances et bon week-end. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est une auteure. Elle fait pas que ça, mais elle est venue nous présenter un livre qui a été publié ou édité à la Plume d'Oie de Berthier, avec les gens qu'on connaît très bien. Marie-Pierre Bérubé, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci. Bien, c'est un plaisir parce que, vous êtes auteur pas à temps plein. Non. Vous faites, parce que vous avez d'autres fonctions. Oui. Vous avez décidé d'écrire un livre qui s'intitule « Mon plan A ». Oui. Pourquoi? Est-ce que vous aviez besoin d'un plan A? J'avais pas besoin d'un plan A, j'avais besoin, je pense, de... moi, dans ma vie, j'ai eu certains parcours un peu atypiques, puis on dirait que j'avais envie de faire un pied de nez à la société, puis arrêter de me justifier, puis de dire pourquoi que j'ai pris telle décision, puis j'avais envie de donner une voix à des gens qui ont écouté leur plan A. Le plan A, là, c'est la petite voix qui vous parle, puis qui vous dit vos rêves, puis tout ça, puis j'avais envie de donner une voix à ces personnes-là qui ont des parcours plus atypiques, non traditionnels, mais qui sont assumés et tellement heureux, dans le fond, dans leur vie. Fait que c'était un peu ça, le désir de donner cette voix-là. Moi, j'ai adopté à l'international comme mère monoparentale. Puis, tu sais, j'ai eu, dans mon parcours, différentes personnes qui essayaient de me décourager ou, tu sais, qu'on sentait un peu le jugement. Puis,
j'avais plus envie de ça dans ma vie, puis j'avais vraiment envie de mettre au jour, dans le fond, des personnes qui sont assumées, qui vivent, qui sont super heureux, puis qui ont écouté leur voix, puis qui sont allés de l'avant. Attendez un petit peu, là, qu'on comprenne bien. Là. Bon, là, vous avez écrit ce livre-là pour vous libérer. Tout à fait, un peu. Okay. Je le dirais comme ça. Vous libérer de quoi? Okay. Me libérer ou plutôt m'assumer, en fait. M'assumer puis montrer que c'est un collectif. Dans le fond, il y a une vingtaine d'auteurs qui ont écrit dans mon plan A, puis il y a des gens qui ont choisi le célibat. Pas parce que c'est un plan B, pas parce qu'ils sont moches, loin de là, mais parce qu'ils avaient envie de vivre seuls. Il y a une dame qui a décidé, elle, d'avoir un enfant tout seul. C'était sa volonté. Il y a des gens qui sont retournés aux études, qui ont pris des parcours de travail moins typiques, puis qui avaient envie de vivre ça. Donc, c'est vraiment pas tant me libérer plus que d'être dans le positif, dans le fond, de montrer des exemples que moi, j'avais envie, je le disais dans mon livre, dans le fond, de donner des exemples à mon fils, à ma belle-fille, à mes filleuls, à mes neveux, nièces, de dire, vous n'êtes pas obligé d'être dans un carcan. Là. Moi, je donne souvent le modèle du forfait vacances, là, que c'est un papa, une maman, un garçon, une fille, parce que si vous n'êtes pas 4, ça ne fit pas. Fait que si vous avez 3 enfants, bien, ça ne fit pas dans le forfait vacances. T'sais. Fait que j'avais envie, justement, de dire, il n'y en a pas de modèle prescrit, c'est juste d'être heureux. Puis, fait que je pense que moi, je le trouve très positif comme livre de vraiment de s'assumer puis d'être heureux là-dedans. Est-ce que ce sont des paradigmes qu'on a? Je le pense un peu, oui. Je pense que la société, c'est quand même fort aussi de... je pense, entre autres, moi, j'ai beaucoup aimé le chapitre 2 là, sur le célibat, que la dame a dit, tout le temps, tu te fais demander, OK, fait que c'est quand ton prochain chum? T'es-tu en recherche pour rencontrer quelqu'un? Puis elle disait, non, moi, je suis bien... Comme si c'était obligatoire? Comme si c'était obligatoire, comme si c'était un modèle. Moi aussi, quand j'étais seule avec mon fils, moi, j'ai le bonheur de partager ma vie avec un homme aujourd'hui, mais... comment je dirais ça? C'était pas une recherche ou une quête absolue pour rentrer dans un moule et tout ça. J'ai un ami qui écrit dans le livre aussi qui a pris une décision d'avoir un emploi moins lucratif, en fait. Puis tout le monde le voyait dans des postes de gestion, puis il y avait le talent, il y avait les compétences et tout ça, mais c'était pas ça qu'il avait envie. Fait que je pense que c'est un peu plus ça. J'ai abordé des sujets aussi qui sont un peu tabous aussi. Il y a une dame qui parle de la chirurgie plastique de façon super assumée, qu'elle a eu une augmentation mammaire, puis qu'elle, c'était sa volonté, c'était son désir, puis c'est quoi son lien avec son rapport avec son corps et tout ça. Puis moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de finir les tabous là-dessus. J'en ai une qui parle de son expérience, qu'elle est devenue végane, puis comment c'est dur aussi, puis comment ça vient choquer un peu puis ébranler les colonnes du temple. Fait que c'est un peu ça, moi, que je voulais démontrer avec ce livre-là. Est-ce que ce sont des témoignages de ces gens-là que vous avez à l'intérieur de votre livre qui expliquent leur histoire? Ou tout à fait. Dans le fond, c'est une vingtaine de personnes, c'est un collectif. Oui, exactement. Excusez-moi, qui vivent un peu comme vous, là, par rapport, vous parlez de chirurgie plastique, qui ont décidé, là, moi, je m'assume aussi, puis et c'est la forme de témoignage. Et vous servez de ces témoignages-là pour faire un peu une conclusion à tout ce que ce que les gens vivent? Exactement. Dans le fond, moi, c'est des amis proches ou même des connaissances aussi. Il y avait certains thèmes que c'était clair pour moi que je voulais aborder. Entre autres, la chirurgie plastique, le véganisme, l'engagement humanitaire aussi, l'engagement social aussi. C'était des thèmes que je voulais vraiment aborder. Fait que j'étais allée avec des amis que je connaissais qui avaient des parcours de vie plus atypiques, comme je vous disais. Puis aussi des connaissances, des références que j'ai eues. Puis moi, ça m'a surpris à quel point, puis j'en parlais encore récemment avec une dame qui a écrit sur le fait qu'elle est noire et qu'elle est homosexuelle et comment elle a pu assumer aussi sa réalité de personnes différentes aussi. Puis, dans le fond, c'est ça, je parlais avec elle, puis je disais, tout le monde, les gens que je communiquais pour dire, j'aimerais ça que tu écrives dans le livre et tout ça, la majorité était comme, ben pourquoi moi, tu sais, puis de façon très humble et très, comment je vous dirais, qui n'avait pas la confiance de dire OK, je m'assume, puis j'écris, puis tout ça, puis qui n'avait pas nécessairement réfléchi à ça. Fait que je pense qu'il y a aussi un cheminement. Puis je disais cette semaine à mon conjoint, parce qu'on a reçu le livre, puis on commence à faire les livraisons et tout ça, puis je reçois tellement de beaux témoignages. Fait que, les gens, je pense que c'est un livre qui fait, j'allais dire évoluer les gens, là, c'est peut-être un peu, mais au moins qui font cheminer, ou qui amènent des réflexions et tout ça. Puis même chez mes auteurs, dans le fond,
la vingtaine d'auteurs qui ont écrit des chapitres dans le livre, bien, ils ont eu à cheminer, je pense, puis à se donner de la reconnaissance puis de la bienveillance aussi à leur égard, puis de dire, bien, c'est vrai, tu sais, je me suis assumée, puis c'est vrai que ça n'a pas été facile tout le temps, puis tout ça. Puis j'ai un entrepreneur de Saint-Jean-Port-Joli aussi il a tout laissé pour dire que lui, sa passion, c'était vraiment les guitares et tout ça, puis il est parti de là, puis c'est un témoignage qui vient tellement du cœur de dire, je suis parti de rien, mais j'avais envie de tout ça, puis ça n'a pas été facile tous les jours, puis tout ça, puis sa femme témoigne aussi, mais je trouve ça extraordinaire. Fait que je ne sais pas si ça partait d'un désir de leur part. Moi, je les ai communiqués, je les ai forcés peut-être un peu des fois, mais je pense que ça donne un beau résultat au final. Oui. Justement, quel résultat vous recherchiez? C'est quoi votre objectif d'écrire? J'adore ça comme question. Moi, je pense que le résultat que je cherchais, puis je pense que je l'ai atteint, c'était vraiment d'avoir un livre empreint d'authenticité. Moi, c'était ça l'important. Moi, je suis pas dans le make-up, je suis pas dans l'artificiel. Je voulais vraiment des témoignages de cœur puis des personnes authentiques. Puis je dirais que autant que c'est des témoignages, des fois, il y a des gens, mon fils écrit dedans, fait qu'il y a 8 ans, puis jusqu'à mon père qui a 70 ans aussi. Fait que, tu sais, je me disais, c'est très hétéroclite, c'est très hétérogène, mais je pense que le fil conducteur, c'est vraiment des personnes de cœur. Puis je pense que ça, j'ai réussi à l'amener. On redonne des fonds aussi avec le livre. On donne 1$ par livre vendu au Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Puis c'était important pour moi de redonner parce que, bon, tu sais, moi, c'était mon premier livre aussi, fait que quand on commence à voir, bon, comment on va fixer le prix et tout ça, puis là, je me disais, bon, tu sais, il va y avoir des profits, mais moi, c'était vraiment pas dans cette optique-là, pas du tout. Je voulais pas vivre de ça non plus, pas du tout. Mais c'était plus le témoignage puis la démarche. Puis là, je me suis dit, bon, tu sais, les sous qu'on va avoir, on va redonner parce que je pense que, puis le Centre de pédiatrie sociale, ça me parlait aussi. Il y a une des auteurs d'un chapitre qui est travailleuse sociale au Centre de pédiatrie de Lévis. Puis je me disais, comment donner une chance à ces enfants-là? On vient pas tous au monde dans un même contexte et tout ça. Puis comment les aider à vivre, eux, leur plan A, à pas tout de suite les décourager de dire, OK, tu sais, ça va être plus dur, puis tout ça, mais d'essayer de leur donner cet espoir-là puis ce rêve-là. Donc, je pense que le Centre de pédiatrie sociale le fait très bien. Fait que c'était pour ça que c'était important de donner à eux. J'ai une préface aussi de Jimmy Sévigny. En fait, il est quand même une figure, un visage très connu au Québec au niveau des saines habitudes de vie puis de l'entraînement. Puis moi, c'était vraiment un rêve d'avoir une préface de Jimmy Sévigny parce que je pense que c'est vraiment une personne qui est un excellent ambassadeur du plan A, de partir de... Jimmy Sévigny, c'était un obèse morbide vraiment important, puis à l'âge de 19 ans, qui a eu des problèmes cardiaques et tout ça, puis il a décidé, moi, je me prends en main et tout ça, puis je m'assume et tout ça, puis aujourd'hui, il fait des Ironman, puis c'est une figure emblématique du Québec au niveau des saines habitudes de vie, fait que je me disais, tu sais, c'est tout des... Fait que c'était un message porteur que je souhaitais vraiment partager avec les autres, oui. Je vous écoute parler, puis aller chercher des témoignages de gens qui ont vécu toutes sortes de situations ou qui ont des paradigmes, oui. Bon, parce que souvent, tout ça vient de l'enfance, de la façon qu'on a été élevé. Puis ça veut dire que vous auriez pu faire une encyclopédie? Bien, vous avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, c'est vrai. Tout le monde. Tout à fait. Est-ce que ça se peut que tout le monde ait certains paradigmes ou certaines retenues? Je cherche le bon mot, là, mais on a tous notre façon de voir les choses et qu'on aimerait des fois certains éléments changer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que chacun des individus aurait ou voudrait changer quelque chose et on a de la difficulté à aller de l'avant? Est-ce que c'est un peu l'objectif recherché? Bien, je pense que oui. J'aime ça. Vous mettez des mots. Puis je parlais avec mon patron avant hier qui me disait... il disait, on sous-estime, dans le fond, que chacun a une histoire. Puis quand il a commencé à lire mon livre, il dit, c'est ça que je me rends compte. On rencontre des gens, tout ça, même des amis, puis on ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu non plus. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis je pense que vous avez raison. Dans le fond, moi, je pense que tout le monde a une petite voix intérieure, en fait. Après ça, est-ce que tout le monde l'écoute? Je pense pas. Je pense que c'est vrai qu'on a une société, des fois, je trouve très balisée ou, tu sais, normée, puis aseptisée, même à la limite, là. Fait que oui, je pense qu'on a tous une voix intérieure qui nous parle, un plan A. Après ça, je pense de le mettre à exécution, moi, je pense que c'est ça qui est admirable. Puis je pense que les gens qui participent à mon livre, c'est toutes des personnes qui ont mis en exécution. Alors oui, je pense que, pour répondre à votre question, je pense que tout le monde a une petite voix intérieure à écouter. Après ça, les gens qui l'écoutent, je pense que ça prend du courage puis de l'authenticité aussi. Mais donc, courage, on n'arrête pas à écrire tout le monde? Tout à fait, je pense que oui, effectivement. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience? Ça a tellement été une belle expérience, puis je pense que la rencontre humaine, la rencontre des gens, puis tout ce que ça a pu amener chez les gens, ou la réflexion, puis tout ça. J'ai des gens qui ont confié là-dedans. Moi, je pense que c'est important, le message que je veux livrer aussi, de dire, un plan A, c'est pas avoir une planification pour...
les 50 prochaines années de sa vie, puis un plan droit, puis tout ça, puis de savoir qu'est-ce qu'on va faire à la retraite, tout ça. C'est pas ça un plan R. T'sais. Un plan R, je vous le disais, c'est vraiment comme écouter sa voix et tout ça. Puis ça veut pas dire avoir une vie parfaite. T'sais, dans le livre, j'ai une personne qui a dû remettre un enfant à la protection de la jeunesse parce que son projet d'adoption n'a pas fonctionné. Fait que c'était clairement pas son plan R de remettre cet enfant-là, mais c'est dans le comment elle s'est relevée après, dans le fond, qui était son plan R, comment elle a décidé après ça de donner un sens à sa vie, après cet événement-là terrible qui est arrivé dans sa vie, un chapitre super émouvant. Fait que je pense que c'est ça. J'ai une dame qui est atteinte d'un syndrome aussi, qui est très important dans sa vie. Fait que, tu sais, la maladie, c'était pas son plan R, mais comment elle arrive à vivre avec ce syndrome-là au quotidien, qui est très handicapant, mais comment qu'elle arrive à trouver un bonheur puis à être heureuse dans sa vie pareil. Mais je pense que c'est ça son plan R. C'est pas une vie parfaite, mais c'est de vivre chaque journée intensément, autant les bonnes ou les mauvaises, mais c'est de les vivre de façon assumée et pleinement, puis d'y trouver un bonheur aussi là-dedans. Est-ce qu'il faut avoir un plan B? C'est une excellente question parce que, savez-vous, mon père m'a posé la question parce que oui, vous avez raison, effectivement. Oui. Puis mon père a donné un exemplaire de mon livre à un ami, puis il disait, c'est quoi le plan B, tu sais, à Marie-Pierre, tu sais? Puis mon père a répondu, bien, c'est le plan A, il n'y a pas de plan B. Puis là, je me disais, c'est une bonne réponse, mais je pense que moi, j'utilise pas tant le plan B, mais je pense que c'est redéfinir son plan A. C'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie qu'on n'avait pas planifiées. Je vous parlais de la maladie ou de situations familiales, ou même, il y a une dame qui raconte sa séparation amoureuse. C'est toutes des choses que personne ne souhaite nécessairement vivre dans sa vie non plus. Mais je pense qu'il faut redéfinir son plan A. Moi, je parle pas tant de plan B. Je parle plus de redéfinir son plan A avec le contexte de la vie qui arrive, mais je pense que le plan A, c'est d'être connecté aussi sur soi, sur qu'est-ce qu'on a envie aussi de vivre. Tu sais, moi, je le raconte dans mon introduction que j'ai vécu une peine d'amour vraiment difficile à l'âge de 25 ans, puis je suis vraiment tombée creux, en fait, puis je le voyais plus, tu sais, qu'il y avait comme qu'un jour, ça irait mieux, puis tout ça, tu sais, puis j'ai consulté, puis j'ai pas honte de le dire non plus, puis après ça, j'ai réappris à m'aimer moi, à savoir qu'est-ce que moi, j'avais envie, puis tout ça, puis à plus me reconnecter sur mes émotions, fait que je pense que c'est ça un plan A, dans le fond. Fait que non, moi, je dis pas de plan B, on continue sur le plan A. Marie-Pierre, vous donnez $1 par livre vendu au Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Oui. Pourquoi? Mais comme je vous disais, en fait, je pense que c'est Parce que ça coûte de l'argent faire un livre? Ça coûte de l'argent faire un livre, effectivement, oui. Vous avez raison, mais je pense que la pédiatrie sociale, ça me parle beaucoup. Je pense que c'est admirable, l'œuvre du docteur Julien. Je pense que les enfants viennent pas au monde tous dans un même contexte. Moi, je pense que j'ai la chance d'avoir 2 parents aimants qui ont toujours cru en moi aussi, puis qui ont un leadership, qui ont une vision, puis tout ça, puis j'ai manqué de rien dans ma vie, puis je me sens privilégiée. Mais je pense que tous les enfants viennent pas au monde dans un contexte comme ça. Moi, j'ai adopté mon fils au Vietnam, et je peux le dire que les enfants viennent pas tous au monde dans le même contexte. Moi, je le vois encore aujourd'hui, même si ça fait 7 ans que mon fils a des carences puis a des séquelles de son passage en orphelinat aussi. Fait que je pense que de donner dans une œuvre comme la pédiatrie sociale pour donner la chance à ces enfants-là de rêver grand puis de rêver leur plan puis de ne pas se limiter, moi, c'était mon objectif. Fait que c'est une contribution très humble, mais je suis contente de faire ma part à cet égard-là. OK. Le livre est disponible à la librairie Livre en Tête Montmagny, à la griffonnerie de Saint-Jean-Port-Joli, la librairie L'Option de l'Apocatière et la librairie Mots de Tasse à Québec. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre-là, ou encore vous pouvez écrire à Marie-Pierre, c'est Mary en anglais, .perts, donc mary.perts@gmail.com. Donc, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci infiniment de m'avoir donné cette opportunité-là. Je l'apprécie énormément. Ça fait plaisir. Et si vous voulez vous procurer ce livre, donc, je le rappelle, là, vous pouvez vous le procurer. C'est bien important là, parce qu'il y a $1 par livre vendu qui est remis au Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Donc, il est disponible à la librairie Livre en Tête, la griffonnerie, L'Option de l'Apocatière et Mots de Tasse à Québec. Merci beaucoup. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire.
la deuxième dose du vaccin est essentielle. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Vous regardez CEMA TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Alors, mes prochains invités sont de Belgique. Ils sont avec nous pour le Carrefour mondial de l'accordéon qui débute aujourd'hui à Montmagny. Et je suis tellement fier de les recevoir. Olivier Douillès, j'espère que je le prononce bien. Douillet. Douillet, merci. J'avais pris la peine pour le prénom, mais je ne l'ai pas fait pour le nom de famille. Loris Douillet. C'est ça. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des frères? Presque. Alors, vous êtes de Belgique. D'abord, bienvenue chez nous. Merci. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Ici à CEMA TV d'être présent ce matin pour présenter à la population ce qu'on fait, ce qu'on peut entendre au Carrefour mondial de l'accordéon. Et là, il est encore tout chaud. C'est un CD que vous avez produit et il sort le 17 novembre en Belgique. Et nous, on l'a aujourd'hui, le 29 août, à Montmagny. Est-ce qu'on pourra se le procurer s'il y a des gens qui veulent l'avoir? Nous vous l'offrons. Ah oui, il va se trouver au musée de... Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Est-ce qu'il va être disponible si les gens veulent l'acheter? Alors, on va l'avoir si les gens du Carrefour, ça vous tente d'acheter ce magnifique CD. Parlez-moi, justement, avant qu'on enchaîne, parlez-moi de ce CD. D'abord, c'est pas le premier? Non, c'est le deuxième. Alors, c'est le deuxième. Vas-y. Alors, en fait, ce CD est constitué, c'est un voyage à travers différents styles musicaux et des styles musicaux provenant des divers pays dans lesquels nous avons été joués. Donc, par exemple, nous avons de la musique d'Argentine, d'Amérique du Sud, des tangos, nous avons aussi de la musique russe. Nous avons été joués en Sibérie au mois de décembre, donc c'est pour ça qu'on s'inspire toujours de nos voyages afin soit de faire des arrangements de composition originale, ou alors de composer nous-mêmes nos propres morceaux. Et donc voilà, ce CD est un peu un recueil de voyages. Est-ce qu'il est bien différent du premier? Le premier, c'est un CD de jeunesse. Voilà. Mais vous êtes encore tout jeune. Bien sûr, bien sûr. Mais disons que il y a quelques années, en 2015, quand il était encore étudiant en secondaire, parce qu'en Belgique on dit c'est l'école secondaire, hein, un concert de jeunes talents. On s'était dit tiens, il m'a dit papa viens, on ne ferait pas quelque chose ensemble. Et ça a été notre premier projet. Donc on a commencé par un morceau et après on a fait une dizaine de morceaux qu'on a enregistrés durant le mois de juillet. Et ça, c'était notre premier CD. Mais ici, je pense qu'il est différent dans le sens où on a acquis de la maturité à jouer ensemble. Comme ça fait maintenant 5 ans que l'on joue. Que je te supporte, voilà, que je dois supporter aussi.
Et c'est des pièces, vraiment, je trouve que c'est... C'est plus recherché. Voilà, c'est des pièces plus recherchées. On se fait beaucoup plus de plaisir en les écrivant. Parce que bon, Loris écrit beaucoup, il compose. Donc voilà, il a mûri, on s'amuse beaucoup plus, on fait beaucoup de voyages. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Et par là de voyage, vous êtes arrivé quand? Hier. Hier, ok. Puis en Belgique, quelle heure est-il actuellement? Alors il est 15h, je pense, voilà. Il est 15h en Belgique, 15h04. OK, alors le décalage, je sais pas... Nous avons été dormir tôt hier. OK, mais comme vous êtes là pour faire entendre de la musique aux gens qui nous regardent, on va vous laisser. Qu'est-ce que vous nous interprétez? Alors, on va jouer une de mes compositions qui figure dans le CD, c'est Tango Sibirsk. Est-ce que ce sont toutes les compositions de vous deux? Alors non, moi j'ai deux de mes compositions, et lui a une de ses compositions, et le reste, c'est tous des morceaux que soit j'ai ou tu as arrangés. Donc voilà, donc c'est vraiment propre à notre duo. Donc là, c'est une composition que j'ai écrite. Voilà. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène à Montmagny? Rénal Ouellet, probablement? Oui, c'est un ami. C'est un ami. On se rencontre dans différents festivals à Castelfidardo, au PIF. Et alors, j'organise tous les 2 ans aussi un concours international en Belgique. Accordéons-nous. Accordéons-nous.org. Et nous avons invité Rénal de cette année pour venir faire un concert et siéger comme membre du jury. Donc, c'est la richesse de la rencontre. Notre objectif en Belgique, justement, c'est rencontrer énormément de personnalités, d'étudiants du monde entier, nous permet de progresser. Progresser au niveau technique, au niveau du répertoire. Je pense que c'est ça la clé
pour réussir l'accordéon. Parce qu'il faut bien savoir que l'accordéon, c'est un des derniers instruments inventés. Et l'accordéon n'est pas fini. Pour moi, l'accordéon, il y a encore 50 ans. Pour trouver des techniques, améliorer l'instrument, le répertoire et l'enseignement, la pédagogie. Donc, dans 50 ans, on sera à peu près comme les pianistes, les violonistes qui ont un répertoire énorme. Nous, on est encore en pleine évolution. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'était une de mes prochaines questions. L'accordéon est encore en développement. Les gens veulent de plus en plus. On apprend à découvrir, nous particulièrement à Montmagny, parce que ça fait une trentaine d'années qu'on a le Carrefour mondial de l'accordéon. Mais l'accordéon, c'est un instrument qu'on est en train qu'on découvre. Oui, et qui s'améliore quand on va dans différents festivals. J'aime ça que vous disiez ça, ça s'améliore. Pardon? Ça a changé beaucoup. Oui. Vous parlez d'amélioration. Oui, ça a changé beaucoup. Écoutez, amélioration technique aussi. Oui, au niveau amélioration technique, les instruments sont de plus en plus performants. Les sonorités sont de plus en plus recherchées. Quand on va, disons que l'important, c'est justement de voyager. Et c'est là que nous remarquons, moi, ici au Conservatoire Royal de Mons, j'ai pas mal d'étudiants, j'ai des Russes, des Français, j'ai des Belges, et pour leur enseigner la pédagogie, justement, il faut aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. On ne doit pas rester enfermé, il faut évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'instrument les voyages comme vous faites ici, ça vous permet d'évoluer? Exactement, nous rencontrons d'autres accordéonistes, d'autres instruments, et aussi l'association de certains instruments qui ne sont pas courants. Et voilà, nous jouons énormément avec d'autres instruments. La musique de chambre à l'accordéon, c'est quelque chose de très important. La musique ultra contemporaine aussi. Il y a beaucoup de recherches des compositeurs actuels, classiques, qui écrivent l'année passée, nous avons été jouer à un opéra en Belgique, une création, où il y avait un accordéon dedans. Vous voyez, il y a tellement de choses pour l'accordéon qu'il faudrait pratiquement 3 heures d'émission pour tout énumérer. Vos yeux brillent. Vos yeux brillent. Loris, vous, ça fait moins de temps que votre frère? Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Alors moi, j'ai commencé les violons à l'âge de 4 ans. Et j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 9 ans. Maintenant, j'en ai 20. Mais j'ai commencé les concerts, je vais dire, au violon. Mes premiers concerts, c'était vers l'âge de 8 ans. J'ai commencé un peu à jouer d'abord le classique. Et puis, je me suis intéressé, en connaissant, après un instrument tel que l'accordéon, ça m'a permis de découvrir, étant violoniste, d'autres horizons sonores, d'autres univers. Et donc, voilà, ça m'a enrichi, pour le violon, de jouer un instrument tel que l'accordéon. Et puis en évoluant, je vais dire que c'est 2 instruments pour moi qui sont... Et c'est assez rare aussi. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui jouent l'accordéon et le violon. Oui, hein. C'est 2 positions totalement différentes. Donc ici, il est au conservatoire, mon collègue, son professeur de violon, qui est mon collègue, on regarde un peu, on cherche pour avoir la meilleure position. Il y en a un autre à Moscou, c'est Medianik, Yuri Medianik, qui est aussi accordéoniste et violoniste. Je n'en connais pas beaucoup qui font des concerts internationaux qui ont ce type d'instrument. C'est aussi quelque chose de très particulier. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Oui. Non, pour les concerts. Ou parfois vous jouez individuellement? Non, moi j'ai plusieurs groupes. Je joue aussi beaucoup de jazz ou de la pop musique avec un groupe constitué de piano, guitare, basse, batterie. Avec le violon et l'accordéon. Et donc ça permet aussi de dynamiser un instrument qui, malheureusement, est parfois perçu comme un instrument un peu ringard, ce qu'il faut dire l'accordéon. Malheureusement. À se préjuger. Et donc mon objectif, c'est de démontrer que c'est un instrument totalement intéressant et aussi très jeune, et qu'on peut faire tout type de musique. Mais avec des événements comme le Carrefour, c'est justement... Bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est montrer l'accordéon. À sortir cet instrument-là et à le faire les mentalités changent. Rayonner. Les mentalités changent. Maintenant, chez nous, en Belgique, au départ, parce que Mons, le Conservatoire Royal de Mons, le cours d'accordéon est écrit en 1976. C'est le premier conservatoire en Europe où on a instauré le cours d'accordéon classique. Et quand j'étais étudiant, justement, au conservatoire à Mons, les violonistes, les pianistes, les chanteurs, dans les cours parallèles, on appelle le cours d'histoire de la musique, cours solfège, étaient devant, nous on était plutôt derrière. Oui, ces accordéonistes. Maintenant, on pleure pour avoir
un partenaire accordéoniste au cours de musique de chambre pour des concerts. Donc les mentalités changent. Nous sommes une évolution tantôt, ça en est la preuve. Ah oui. On va s'arrêter quelques instants. Puis après quoi, on aimerait ça entendre une autre pièce et ce sera déjà terminé. On devra aller vous voir au Carrefour mondial de l'accordéon pour vous entendre. Alors restez avec nous. Dans quelques instants, on revient avec nos invités du Carrefour mondial de l'accordéon. Je reviens avec mes invités, Olivier et Loris Douillet. Et vous pourrez les voir d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Mais demain, ils seront... vous pouvez consulter de toute façon en allant sur le site du Carrefour mondial de l'accordéon ou encore en vous procurant ce dépliant là, que vous pouvez retrouver un peu partout. Donc, ils seront, attendez un petit peu, j'ai regardé, rencontre des musiques demain soir et aussi le Carrefour en avant-première, jeudi, c'est au Centre des migrations. Alors, c'est à compter de 20h, ils seront là tous les deux. On a le temps de présenter une autre pièce. Quelle pièce, Loris? Voilà, c'est une autre de mes compositions qui s'intitule Summer Kiss. Et j'ai écrit, c'est une petite valse que j'ai écrite récemment. Et c'est la première fois que nous allons jouer en concert ici pour vous. Donc voilà. Bien, merci. Alors, on vous écoute. Mais c'est beau. Bravo, félicitations. Composition. C'est très beau. Et ça s'écoute tellement bien. C'est beau l'accordéon, mais c'est beau le violon aussi. Les deux se marient tellement bien. On rappelle, parce que là, on peut vous voir, de toute façon, on n'a qu'à suivre la programmation du Carrefour mondial de l'accordéon pour voir les frères Douillet de la Belgique. C'est pas les frères. Ah, vous n'êtes pas les frères? Non, je suis son père. J'avais compris que vous étiez les frères. Merci. OK. Mais c'est tout comme. C'est tout comme. C'est tout comme. Mais il y a un lien de parenté. Oui. OK. Mais vous n'êtes pas des frères. Non. OK. Maintenant, on peut se procurer et on a la chance de le présenter ici à CEMA TV. C'est tout chaud. Il n'est même pas sorti en Belgique. Il va sortir en novembre. On peut se le procurer. Et quels sont les projets futurs? Mais ici, nous partons, après le Canada, nous partons près de Genève, faire un concert. Puis nous avons l'Italie. Puis nous partons en Pologne parce que nous avons aussi un quintet d'accordéon où nous avons sorti, donc il joue aussi l'accordéon dans ce quintet, et on a sorti un CD rock avec 5 accordéons où nous faisons la percussion nous-mêmes. Donc Queen, Nirvana, AC/DC, c'est très particulier aussi. Donc là, nous allons en Pologne. Nous revenons, nous partons aussi à Prague et à Bucarest. Et est-ce que ce sont tous des festivals ou c'est un carrefour, on appelle ça le Carrefour mondial, mais est-ce que ce sont tous ce genre de festivals comme on connaît ici à Montmagny, ou est-ce que c'est différent les uns des autres? Ou? Pas forcément, parce qu'il y a quelques endroits où on nous invite, mais c'est juste un concert. Donc là, on arrive le jour même et on repart le lendemain. Ce n'est pas une rencontre riche comme il y a ici. OK, c'est pas des fins de semaine comme vous pensez. Ah non, ici c'est extraordinaire. Okay. C'est extraordinaire, la richesse, la rencontre et la gentillesse des gens de Montmagny et du Québec en général. Nous sommes très, très, très contents d'être ici, au Canada. Est-ce que c'est la première fois? C'est la deuxième fois. Okay. Nous sommes venus en 2016. 2016. 2016. Bienvenue chez nous.
Et on est très heureux de vous avoir eu l'occasion de présenter ce que vous faites, mais aussi ce que le Carrefour mondial de l'accordéon nous fait l'honneur de ce festival à Montmagny. Alors, merci d'être là. Et merci à vous. Au plaisir. Et vous serez toujours les bienvenus chez nous. Merci. C'est gentil. Okay. Merci. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix au 5 boulevard Taché-Ouest Montmagny et votre Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique. On est en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de premiers soins. Mm-hmm. Et là, premiers soins, c'est large. C'est long et c'est large. Oh, il y a du... Fait qu'on va faire en fait un survol des principales choses dans le day-to-day qu'on voit et les principales questions qu'on a. Qu'est-ce qu'on définit par premier soin? En fait, c'est tout soin qu'on va apporter suite à un petit accident, un incident, une blessure. Donc, dans le fond, quelque chose qu'on va faire en premier lieu quand il y a un incident. Donc, dans le fond, le premier soin qu'on va apporter. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas autre chose à faire après, mais c'est qu'est-ce qu'on doit faire en premier quand quelque chose arrive, une blessure, un incident. En général, c'est ça. Fait que première intervention. Blessure. C'est ça. C'est ça. Puis là, ça peut être très large. Là. On peut avoir un premier soin au niveau d'un infarctus, mais on ne touchera pas ça. En fait, c'est ça. Principalement dans les petits incidents de la vie quotidienne qui peuvent arriver. On a beaucoup de questions là-dessus. Les gens nous appellent. Je viens de me brûler, je viens de me couper. Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut que j'aille consulter. Bon, dans certains cas, oui. Certains cas, non. Il y a toujours le tétanos là, qu'on entend parler. Là. Oui, c'est ça. On va y venir. Je vais y venir tantôt aussi. Là, exactement. Donc, on commence par quoi? Donc, dans le fond, on pourrait justement, on peut commencer par les éraflures, les coupures. Souvent, le nettoyage, les gens se demandent s'il faut qu'ils désinfectent. C'est sûr que ça dépend toujours. Si on se fait une éraflure ou une coupure, ou un enfant qui tombe à vélo, se fait une blessure dans la garnotte versus quelqu'un qui se coupe avec un couteau de cuisine en stainless, une petite coupure franche, c'est pas le même niveau de nettoyage. Le risque d'infection n'est pas le même parce qu'on nettoie une plaie pour prévenir le risque d'infection, évidemment. Donc, c'est sûr qu'un genou, un enfant qui va tomber en vélo, le genou dans la garnotte, puis qu'écoute, il y a de la terre dans la plaie. Pour revenir au tétanos, c'est sûr qu'un enfant, ils ont dans le calendrier vaccinal, on sait qu'ils sont à jour pour leur tétanos. Mettons un adulte que ça y arrive qui se plante en moto, mettons, puis que là, il est magané ou qui se fait une blessure au travail, une bonne coupure, tout ça, mais nous, on va s'assurer que sa vaccination du tétanos, c'est une bactérie, le Clostridium tetani, qui est une infection pas si fréquente, qui peut être rare, mais qui peut amener des complications très, très graves, là, dont le tétanus, donc les contractions
contractions musculaires très, très fortes, mais puis ça peut compliquer très rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vaccination à jour-là quand on a une blessure. On peut le vérifier maintenant en pharmacie. On pourrait éventuellement pouvoir faire la vaccination aussi directement en pharmacie. Là, pour l'instant, on réfère encore au CLSC parce qu'on n'a pas accès au vaccin. C'est une période un peu particulière, mettons. Ouais. Mais bref, ça, on s'assure de ça. Ceci dit, une fois que ça c'est mis de côté, bon, on revient avec notre scénario du petit gars, une bonne plonge dans la garnotte, le genou, il est ensanglanté, il y a de la garnotte en masse, de la terre, du sable. Bon, évidemment, le risque d'infection est un peu supérieur à cause de toute la saleté qu'il y a dedans. Donc, c'est important de faire un bon nettoyage de la plaie. Pas toujours évitant avec un enfant parce que c'est douloureux. Hein? Nettoyage avec de l'eau ou avec du peroxyde? Souvent, on va recommander... de l'eau et du savon, c'est sûr que quand un éraflure chez un enfant, c'est sûr qu'en mettant de l'eau directement dans la plaie, ça brûle. C'est pas évident. Donc, on peut essayer là, à la maison d'enlever. Des fois, je vais recommander si les gens m'appellent ou viennent me voir, de venir chercher de l'eau saline, du normal salin, là, qui est une solution d'irrigation. Ça va être moins irritant sur la plaie, ça va faire moins mal en nettoyant la plaie parce qu'on a naturellement un certain pourcentage de sel dans les fluides corporels. Fait qu'on met de l'eau claire, des fois, ça brûle plus, tandis que le normal salin va être moins douloureux à l'application. Mais à la maison, on peut commencer des fois quand même un peu, essayer d'enlever le plus gros là, avec de l'eau. La plupart du temps, de l'eau et du savon, ça fait le travail, mais d'avoir de l'eau saline, ça peut aider là, à bien débrider et enlever le plus de garnottes possible. Là. Fait qu'évidemment, on ne voudra pas laisser trop de corps étrangers parce qu'évidemment, ça peut prédisposer à de l'infection, là, évidemment. Bon, après ça, bon, si on a un risque d'un trauma, si la chute a été très forte, si la tête a cogné, bon, évidemment, on va référer chez le médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications, pas de fracture au niveau du genou, si ça a cogné très dur, mettons, sur de l'asphalte, tout ça. Mais sinon, si c'est une chute normale, on peut couvrir la plaie là, nous-mêmes. Des fois, les gens pensent laisser les plaies à l'air libre, mais dans des cas d'éraflure comme ça, où ça, c'est une fausse croyance, c'est une plaie qui devient trop sèche. Ça fait une gale très sèche, ça fend, ça guérit mal, puis ça peut faire des cicatrices apparentes. On est mieux d'avoir un certain niveau d'humidité dans une plaie pour la guérison. Donc, souvent, on va faire un pansement. Ça vaut la peine, des fois, de venir s'informer au pharmacien ou à notre infirmière pour faire un bon type de pansement. Comme par contre, une gaze sèche sur une coupure qu'il n'y a pas de suintement ou tout ça, ça peut très bien faire l'affaire. Un bon vieux plaster, c'est correct aussi. Mais des fois, une bonne étendue éraflée, puis que ça sointe, puis que c'est à vif, on va s'assurer de faire un bon pansement qui n'adhère pas à la plaie. Donc, on a des pansements un peu spéciaux, des fois qui vont pas... Pour pas que ça colle, parce qu'évidemment, si on met une gaze standard dans une plaie qui sointe, elle va absorber le liquide, ça va faire une croûte, puis qu'on va... on va enlever la dite gaz. En plus, c'est encore plus c'est un enfant, tout va vouloir arracher avec la gale. Puis là, on recommence à zéro. Ça va saigner, ça va ressuinter. Donc, c'est important de faire un pansement adapté au type de blessure. Fait que, des fois, ça vaut la peine de s'informer pour bien se faire aligner sur quoi prendre. Oui, il y a plein des types de pansements maintenant. Il y en a vraiment beaucoup. Okay. Donc, on a du choix pour certains différents types de plaies. Bon, évidemment, si nous, on voit que la plaie, le risque d'infection est très sévère, c'est des grosses plaies, on va référer au médecin pour minimiser le risque d'infection. Mais dans le day-to-day, il y a beaucoup de plaies qu'on peut soigner en vente libre, mais des fois, ça vaut la peine de bien choisir. Si des fois, il y a eu beaucoup de garnottes, on parlait du nettoyage tout à l'heure, puis il y a beaucoup de terre ou tout ça, des fois, on va peut-être vouloir nettoyer avec un antiseptique. On privilégie, nous, la chlorhexidine. Il y a différentes appellations commerciales, mais comme pour nettoyer la plaie comme il faut, parce que la chlorhexidine, des fois, on parle de peroxyde d'alcool, on évite le plus possible sur des plaies, parce que ça ralentit la cicatrisation, c'est des irritants. Mais ça enlève c'est antiseptique. Oui, c'est antiseptique, ça c'est certain. Mais le peroxyde a tendance à ralentir la cicatrisation des tissus, donc on ne le privilégie pas. L'alcool, écoutez, c'est pas très agréable. Oui, c'est plus pour nettoyer nos outils ou les ciseaux qu'on va utiliser. On peut utiliser l'alcool, c'est un très bon antiseptique, mais plus pour nettoyer les surfaces ou les outils qu'on va utiliser. La chlorhexidine est un excellent choix comme antiseptique pour nettoyer les plaies. Ça ne ralentit pas la cicatrisation. Très peu de sources d'allergie. L'iode est un très bon désinfectant, puis ça ne ralentit pas la cicatrisation non plus. Ceci dit, un taux d'allergie à l'iode un petit peu plus élevé dans la population. C'est pour ça qu'on ne l'a plus dans nos trousses de premiers soins aujourd'hui. On privilégie la chlorhexidine. Par contre, quelqu'un qui sait qu'il n'est pas allergique à l'iode, peut utiliser l'iode, la povidone qu'on appelle comme désinfectant, puis ça fait très bien le travail.
Donc, ça fait un peu le tour pour ce qui est des coupures, des éraflures. La morale de cette histoire, bien nettoyer. L'eau, le savon peut faire l'affaire la plupart du temps. Peut-être un antiseptique s'il y a plus de garnottes. Puis avoir un bon pansement adapté par la suite. Après ça, mettre un pansement qui n'est pas collant pour pas... Ben, c'est ça, adapté au type de la plaie, c'est ça. Fait que des fois, juste s'informer, on va bien aligner les gens à ce moment-là. Ensuite, une autre chose qu'on voit souvent dans un day-to-day, c'est les brûlures. Aujourd'hui, les gens savent, pour la plupart, qu'on ne met plus de corps gras immédiatement après une brûlure. Là. On ne met pas de beurre, là, s'il vous plaît. Fut un temps, mais évidemment, le gras peut garder la chaleur à l'intérieur du site de brûlure. Donc, évidemment, la première chose à faire, on a 3 types de brûlures, je vais quand même en parler. On a les brûlures physiques, donc se brûler sur un rond de poêle avec de l'eau chaude, avec une flamme, c'est ça, de la chaleur directe. On a aussi des brûlures chimiques, donc avec des produits chimiques, des nettoyants forts, des choses comme ça qui peuvent causer des brûlures à la peau. Donc, certains produits de nettoyage, des fois les gens qui travaillent en industrie ou qui vont acheter des produits un peu plus forts là, de nettoyage un petit peu plus commercial. Là, donc, peut amener des brûlures assez sévères au niveau de la peau. Puis les brûlures électriques, évidemment, quand on pogne un choc électrique. Évidemment, si on pogne un choc en mettant une langue sur une batterie, là, on n'enverra pas consulter pour ça. Mais je veux dire, pour toute brûlure électrique, absolument, surtout qu'il y a un choc assez significatif, là, on envoie toujours les gens consulter parce que ça peut faire des dommages à certains organes internes. Donc, un bon choc électrique, puis, tu sais, il peut avoir des brûlures externes, mais il peut aussi avoir des brûlures internes. Donc, c'est toujours plus prudent d'aller consulter. Parce que des fois, les complications d'une brûlure électrique peuvent survenir quelques heures après l'événement. Donc, plus prudent. Non, un choc assez pour qu'on ait ressenti une douleur. Là, on va consulter, on ne prend pas de chance avec ça. Même chose, les brûlures chimiques assez sévères. On va souvent référer... tout simplement, à moins que le contact n'ait pas été trop prolongé, aussi des petites étendues, mais souvent des brûlures chimiques, les gens se renversent de quoi dessus. Ça peut être des grandes étendues, puis on veut faire un excellent rinçage des produits, donc souvent, des fois, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Des fois, on va référer, juste s'assurer qu'il n'y a pas de complications. Mais pour les brûlures du day-to-day, souvent, on rince à l'eau tiède, froide. Pas de l'eau glacée, parce que trop froid peut brûler aussi, mais une eau tiède froide, juste pour faire baisser la température au site de brûlure. Après ça, tout dépendant de l'étendue des dégâts, évidemment, la superficie de la brûlure, le degré et tout ça, des fois, on va aller directement à l'urgence. Si on a de la peau d'arraché, si on a des très grandes étendues, évidemment, là, il y a un risque d'infection qui est assez grand. Donc, on va envoyer consulter. Aussitôt que c'est au niveau du visage, on s'en va à l'hôpital pour la cicatrisation et tout. Si on parle juste d'une brûlure... Une brûlure standard. Mettons, je sais pas, on s'est mis, on a 4 doigts sur le bord du poêle. Ça chauffe. On met ça sur l'eau froide. Ce qui fait mal, c'est le contact de l'air avec la brûlure. Ça fait mal pendant quelques heures. Donc, on rince à l'eau tiède froide pendant quelques minutes. Et après ça, on peut continuer à mettre une gaze humide dessus pour couper l'air. En fait, c'est ce qui fait mal. Hein. Souvent, c'est quand on a la brûlure à l'air, le contact va faire mal pendant plusieurs heures après. Donc, on peut garder une compresse froide. Ceci dit, apparition de cloques, c'est important de ne pas les crever. Et ça peut arriver que ça creve sans qu'on l'ait fait exprès, mais tant que les cloques sont intactes, le risque d'infection est diminué, c'est une bonne protection. Donc, on les creve pas, on les laisse intactes. On les laisse faire leur travail. Puis si elles crevent, là, après ça, on peut mettre un ongle antibiotique à ce moment-là, parce que la barrière cutanée est altérée, puis il y a un risque d'infection. Mais sinon, si les cloques sont intactes, pas besoin de toujours mettre un ongle antibiotique d'emblée. On couvre le temps que ça fait mal avec une gaze humide ou avec un pansement. Et puis, par la suite, on peut tout simplement couvrir pour protéger, mais sans mettre d'antibiotiques. Quand ça creve, on est mieux de mettre un antibiotique des fois pour prévenir l'infection à ce moment-là. Donc, ce que je comprends, c'est que l'antibiotique, c'est si la guérison va bien, mais sinon, on est mieux de ne pas... C'est ça. Si on suspecte un risque d'infection, on peut mettre un antibiotique topique, mais sinon, on n'a pas besoin nécessairement. Il y a des endroits qui sont plus propices à certaines infections aussi, mais ça aussi, si vous n'êtes pas sûr, vous le demandez. Mais première étape à faire, rincer à l'eau tiède. Tiède froide, puis pendant quelques minutes, couvrir. Puis, au pire, si vous n'êtes pas certain, vous venez voir l'infirmière ou le pharmacien, puis on va vous enligner. Si on pense que c'est préférable de consulter parce que c'est une bonne étendue ou c'est trop grave, on va le faire. Sinon, on va vous donner ce qu'il faut pour soigner pour les jours suivants.
J'ai parlé de brûlures chimiques. Des fois, dans les yeux, il peut en avoir ça. On peut avoir un détergent dans les yeux, puis ça peut brûler. Puis des fois, les produits basiques de nettoyage, ça peut abîmer la cornée. Donc, c'est important, aussi qu'on a un produit chimique, de rincer à l'eau froide pendant quelques minutes, directement sous le jet. Si on n'a pas de douche oculaire ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On garde l'œil ouvert, puis puis ça, on va consulter immédiatement parce qu'on veut s'assurer qu'il y a pas que la cornée n'est pas trop abîmée, qu'il n'y a pas de risque d'ulcère. On va souvent donner des antibiotiques à ce moment-là. Ça, c'est important. Petite chose aussi avant de terminer. En torse, on tord la cheville. Souvent, les gens se demandent si on met du chaud, du froid, tout ça. Que ce soit une entorse dorsale, on se fait mal dans le dos, on se fait un tour de rein, tout ça. Nous, des fois, si vous n'êtes pas certain, vous appelez, parce qu'il y a certains signaux d'alarme qu'on va vérifier, qu'on va envoyer consulter. Par exemple, si on se fait une bonne entorse, qu'on a une perte de force dans les jambes, un engourdissement, un bon tour de rein, mais c'est ça, s'il y a de la perte de force dans les jambes, des engourdissements au niveau des orteils, tout ça, ça peut être des hernies discaux, on envoie consulter. Mais sinon, on peut, si c'est de la douleur, des spasmes musculaires, on a ce qu'ils font en pharmacie pour soulager. Toujours du froid dans le premier 48 heures. Il peut avoir le pic d'inflammation après une blessure, que ce soit une foulure, une entorse, tout ça, et jusqu'à 48 heures après la blessure. Donc, c'est important de mettre juste de la glace dans le premier 48 heures. Puis après ça, si on parle d'une entorse dorsale, d'élongation musculaire, on peut appliquer de la chaleur parce que ça stimule la circulation sanguine, ça peut accélérer la cicatrisation. Mais après le premier 48 heures, où on peut commencer à appliquer de la chaleur. Fait que ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne savent pas quand mettre du froid ou de la chaleur. Fait que ça, c'est un grand principe. Là. Souvent, les 2 premiers jours, juste du froid, puis après ça, on peut alterner. Là. Le froid est anti-inflammatoire, puis comme je disais, la chaleur stimule la circulation sanguine, puis c'est un bon relaxant musculaire aussi, donc ça peut soulager les raideurs aussi. Là. Fait que ça fait pas mal le tour, je pense, des principaux on parle de blessures mineures. Blessures mineures, exactement. Il peut arriver un peu n'importe quoi, mais dans ce qu'on voit dans le B2D, le pourquoi les gens viennent nous consulter, là, c'est coupure et raflure chez les jeunes, une petite entorse, on s'est viré à la cheville, on s'est fait mal dans le dos, un tour de rein, on s'est brûlé, mais ça, on en voit tous les jours. Là, fait que ça peut aligner un petit peu sur le coiffeur, mais si vous avez un doute, vous appelez à la pharmacie ou vous passez, puis on pourra bien vous renseigner. 248-5595. Oui. Oui. Alors voilà, écoute, merci. C'est toujours des petits conseils, mais qui sont bien importants au moment où... On s'en fait demander tous les jours, fait que c'est pas des fois, on a juste un petit doute, on le demande quand même. Là. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien et pharmacien propriétaire du Uniprix au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny et également Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Daniel. En 2021, la clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, vous invite à garder le sourire malgré tout, en vous offrant le service de blanchiment des dents. Informez-vous à la clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets, et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.